Dans ce nouvel épisode de Confidence de thérapeute, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Claudio Deschamps. Claudio est une véritable source d'inspiration pour moi, un modèle, puisqu'il a fait, il y a plusieurs décennies de ça, exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec la chaîne YouTube et le podcast. Il a pendant de nombreuses années édité un journal dans lequel il a notamment publié des interviews des grands maîtres, des grands pontes, des pionniers de la thérapie familiale et de l'approche systémique à travers le monde. Aujourd'hui, il forme des thérapeutes familiaux et conjugaux un petit peu partout dans le monde et je suis vraiment très heureux de vous laisser tout de suite en sa compagnie à travers la première question que je lui ai posée, qui avait rapport, comme d'habitude, aux raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. Les raisons, enfin, quand je parle avec des collègues, qu'on a une certaine confiance, on était des petits thérapeutes de famille depuis l'enfance. C'était le rôle familial. et je me suis rendu compte, je suis le cadet de deux sœurs, mais c'était comme ça. C'était encore une chose que je retrouve avec des collègues. Une famille effectivement compliquée, beaucoup de changements, beaucoup d'histoires. J'ai appris beaucoup en regardant, en passant des moments très différents, des expériences quand même assez fortes pour un enfant. J'ai vécu dans l'Argentine, en Uruguay, qui est en face, et alors beaucoup de changements. Mon père est parti aux États-Unis quand j'avais 11 ans, mais avant il y a eu un conflit de famille avec ma mère. Mes deux sœurs sont de parents différents, donc un thérapeute de famille qui commençait sa vie. Toutes les expériences, je pensais pas étudier la psychologie jusqu'à 20 ans au moins. J'ai fait avec le sac à dos, j'ai fait tout le Brésil jusqu'au Venezuela, jusqu'aux États-Unis pour me retrouver avec mon père après plusieurs années. Et toutes ces expériences, et je continuais chaque fois plus à être celui qui comprenait tous les autres de la famille. Et finalement, au retour de ce voyage, qui m'a marqué beaucoup, un voyage extraordinaire, mon estime de soi était... Je ne pouvais pas penser, tout le monde m'accueillait chez lui et chez eux. C'était quelqu'un qui faisait de l'autostop. Mais bon, ça marchait. Après ce voyage, j'ai commencé les études de psychologie. Et c'était Buenos Aires, l'Argentine, ça veut dire la psychanalyse. Et moi, depuis le début, le divan, tout ça, alors j'ai commencé j'ai étudié, à l'université, mais après, en même temps, j'ai commencé à faire psychologie sociale dans un institut. Les premiers en Argentine qui ont apporté la thérapie de famille, Erickson, tout ça, c'était l'analyse transactionnelle qui est de Eric Berne. Et ils étaient vraiment avant la lettre et ils ont travaillé très bien. Et moi, je me suis formé avec eux pendant que je faisais l'université. Et j'ai presque laissé l'université parce que je n'en pouvais plus. Tout c'était les cas de Freud, je ne pouvais pas comprendre encore. Et en plus, il écrivait très bien, mais il n'était pas un bon clinicien. À l'université, c'était bien parce que je jouais au foot, j'aime beaucoup le foot, je faisais du théâtre, tout ça, et je passais les examens. Après, déjà marié, j'ai travaillé pendant que dans un boulot qui quand même m'a appris beaucoup aussi, parce que j'étais ceux qui font la visite pour les médecins qui vendent des produits, qui vendent les produits médicaux. Voilà. Je ne sais pas comment on les appelle ici. On va chez les médecins, mais on est très préparé, on doit connaître,
C'était en général des étudiants, évidemment. On amenait les nouveautés chez les médecins. Et il fallait faire des jeux de rôle, il fallait apprendre beaucoup de choses. Et en plus, tu as beaucoup d'expérience parce que tu faisais des jeux de rôle dans l'institut, dans le laboratoire. Et puis, mais les chefs directs qui étaient avec toi dans la rue et qui allaient au début avec toi disaient ne fais pas ce qu'on t'a appris ici. Tu ne dois pas parler beaucoup, tu dois tout simplement faire une sorte, avec les mots actuels, je dirais, une alliance avec le médecin. Alors tu parles, tu es sympa, tu ne l'expliques pas parce qu'il connaît plus que toi. Alors ça c'est bien pour les laboratoires. Alors j'ai appris aussi des choses très intéressantes à la fin de la carrière de psychologie. Et en plus de l'autre formation, j'ai connu les gens en Argentine qui avaient commencé, j'ai eu beaucoup de chance, qui ont amené le modèle de Palo Alto, du Mental Research Institute de Palo Alto, et qui allaient devenir les premiers représentants de la thérapie brève de Palo Alto. Donc, je me suis formé avec 2 formateurs, une femme, Celia Soufan, et un homme, Hugo Hirsch. Lui, il venait de la psychanalyse, il avait fait un changement, comme la plupart. Et elle, pas tellement. Elle avait 45 ans quand elle a commencé, mais elle avait un don. Elle avait un don naturel. Elle faisait tout, elle était comme ça, stratégique. Voilà. Et alors, j'ai travaillé beaucoup avec elle, on a fait les premières vidéos avec les vidéos, tout ça. Nous étions les acteurs, et nous faisions ça, qui après allait servir. Et il fallait faire le scénario des interviews, et puis on passait dans les congrès et dans la formation. Et elle faisait une formation complète, comme ici, mais elle avait toujours une formation de quelques mois, c'était la première séance. Elle donnait beaucoup d'importance, et cela m'a marqué aussi beaucoup. J'ai fait 3 fois le même cours, et finalement, quand j'allais faire la 4e fois, il m'a dit « Assez, viens, tu vas enseigner à côté de moi. » Et j'étais même pas, je crois que j'avais pas encore le titre. J'ai eu la chance, là. Parce que je savais travailler, la plupart des gens qui sortent de l'université ne savent. Et moi, j'avais beaucoup de pratique. Et j'ai continué avec elle 5 années, enfin, j'ai été son disciple, tout ça. Et j'ai appris beaucoup. Je l'ai toujours ici, ici et ici. Elle faisait des interventions, enfin, incroyables, très amusantes, mais très sérieuses, toujours. Des paradoxes, des trucs comme ça, très stratégiques. Et puis, elle disait, bon, une chose très forte, maintenant, je crois que tu n'oserais pas faire ça. Non, jamais, non. Laisse. Tu veux un thé? Elle faisait des trucs comme ça. Pour piquer la curiosité des gens qui demandent mais quoi? Non, mais c'est trop difficile. Des trucs comme ça, mais très naturellement. Les psychanalystes de l'époque, les grands psychanalystes de l'époque, je les connaissais de nom, tout ça. Ils venaient en cachette pour faire de la thérapie familiale avec elle. Et ils disaient, ils ont commencé à dire, c'est la meilleure. Parce qu'il y avait besoin de résoudre des problèmes entre les couples, avec son fils adolescent, etc. Alors, ça n'existait pas. En plus, ça prenait, tu t'imagines, 5 années pour arriver, qu'est-ce qui se passe, comment on peut... Bon, voilà. Et j'étais là quand on a aussi commencé avec l'association systémique argentine. J'ai écrit un livre sur le travail de Celia Soufan. C'est un hommage à elle, avec un petit chapitre. Et moi, je faisais des commentaires sur les différents traitements. Des traitements, par exemple, d'une séance. C'est la thérapie brève. Mais elle avait le suivi, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans,
on a fait une thérapie ensemble de 10 séances. Et 25 ans après, j'ai eu des nouvelles du médecin qui était en couple. Il nous a dit, ah oui, je voyais que vous faisiez des trucs, mais ça m'a servi, je suis très, très content avec vous. Enfin, on faisait beaucoup de suivi à l'époque. Ça permet, justement, la thérapie brève permet de voir si vraiment, où les gens reviennent, mais avec une autre chose. Mon expérience, c'est ça, tout le monde. Et après, les gens reviennent pour une autre problème, mais ils ont compris. Et après, bon, déjà en 89 ou 88, j'écrivais le newsletter du centre. Et parce qu'elle m'a dit, toi tu écris bien, bon, tu fais ça. Je suis devenu journaliste. et avec un copain qui connaissait l'ambiance, tout ça, mais il n'était pas un collègue, mais il connaissait toute la commercialisation d'un journal et tout ça, l'imprimerie à l'époque, tout ça. Alors j'ai commencé avec le journal et je suis allé chez tous les qui étaient mes maîtres. Entre autres, il y avait Rinaldo, effectivement, encore là-bas. Non, il était déjà ici, mais il voyageait beaucoup. C'est ça, non. Et il était déjà ici. Mais le reste était en Argentine. On commençait. Ça me plaisait parce que c'était quelque chose qui commençait. Et le journal qui se vendait dans la rue, dans les kiosques, c'est très argentin. Il y avait seulement de la psychanalyse. Au début, ils ne savaient pas qu'est-ce que... Mais peu à peu, je crois que le journal a beaucoup contribué à faire connaître la thérapie systémique. Après, c'est d'ailleurs le journal m'a ouvert à j'ai fait un grand chemin professionnel là. J'étais l'enseignant, tout ça, et le journaliste spécialisé dans la thérapie, toutes sortes de thérapies familiales, effectivement, systémiques, pour être plus précis. Et alors, j'ai eu accès au grand maître. Quand il venait en Argentine, dans les années 90, par exemple, Monique El-Kaïm est venue au moins 4 ou 5 fois. Et j'étais le traducteur parfois. Et alors, il m'aimait bien. Je voyageais un peu avec lui à Rosario, par exemple. Et ça c'était aussi très, très bien. Parce que quand on engageait une traductrice, et Monique El-Kaïm, je ne sais pas si tu l'as entendu, quand il passe, il est excellent, mais c'est compliqué. Et la traductrice ou le traducteur perdait le fil, parce que... alors je m'en occupais. Et alors je pouvais faire... les Américains venaient beaucoup, j'ai connu presque tout le monde. Et puis, j'ai terminé mon temps avec la thérapie brève et avec le groupe du journal, deux du groupe qui ont commencé à faire une certaine formation avec moi, et puis ils ont continué. Un d'eux était là-bas, il a vécu en Italie, et puis il est revenu. Il est venu déjà, je crois, à Halifax, où il va venir à Relates, parce que c'est le président actuel de Relates, c'est Marcelo Severio, et il y avait d'autres copains, Hector Lag, enfin, et ils ont décidé de former une institution, l'école systémique argentine. Nous étions la deuxième génération. Non, déjà avec des petits conflits avec les grands, avec nos parents. Et c'était assez intéressant. Mais je les connaissais. J'ai fait pas tellement de formation, mais en tout cas des interviews. Et évidemment, j'ai assisté à beaucoup de chacun des travaux, parce qu'il y avait ceux qui suivaient l'école italienne, bon. Et en plus de Joël Berman qui venait aussi. Enfin, tout. C'était très intéressant. Et là, en 96, l'école systémique a commencé, avec le miroir santin, la formation, tout ça. Et là,
la représentation de Palo Alto, c'est nous qui l'avions, surtout Severio et Serebrinski, qui sont les directeurs. Et moi, j'ai amené le premier groupe, parce que j'avais des groupes de formation comme ça, informels. J'ai dit, bon, allez. Et puis, on était dans les universités, on a commencé, à l'époque, ça n'existait pas, la systémique dans l'université. On a introduit dans diverses universités, celle de Buenos Aires, la publique a été là, elle a résisté tout ce qu'elle a pu, mais avec un autre collègue qui déjà avait des chaires à l'université, on a pu introduire, mais il n'était pas obligatoire. Mais 300 élèves se sont inscrits parce que quelque chose de différent. Alors, chaque fois qu'il y avait un problème ou une panne de lumière, que je disais, un attentat lacanien. Je faisais rigoler, je dis, ça, ce sont des livres qui parlent de choses que je ne crois pas que vous ayez jamais lues, parce que ce sont des choses de notre époque. Que maintenant, il est dans tous les programmes, la systémique, la thérapie cognitive qui commençait aussi. J'ai connu aussi, j'avais une certaine formation avec les cognitifs de l'époque aussi, qui commençait et puis on est parti, on est allé à Palo Alto, on a connu les grands maîtres, il y avait Vaslavic, il y avait Fish, Wickland encore aussi, tous, ils étaient là. J'ai fait l'édition d'un livre sur le troisième âge, je ne sais pas comment on dit ça, les gens âgés. Oui, non, les gens, voilà. Et de Wickland, un excellent livre. Alors, c'est toujours le journaliste que l'éditeur et le clinicien et l'enseignant. C'était, enfin, je travaillais beaucoup, je continue à travailler beaucoup, mais à l'époque encore plus. Mais ça me plaisait, C'est Célia Soufan qui m'a dit, puisque tu aimes écrire et tu aimes, bon, on fait du journaliste sur ce que tu fais. Est-ce que tu te souviens des personnes qui t'ont le plus marqué dans tout ce travail de journalisme que tu as fait, quand tu allais rencontrer tous ces grands maîtres? Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont beaucoup plus marqué? Oui, mon modèle, j'avais pas. Bon, il y avait quand même un Argentin, que je lui rends hommage, et tu as entendu parler ou tu le connais déjà, Canevaro. Lui, il avait il a fondé le premier journal de thérapie familiale. Il était le premier directeur, fondateur. Alors lui, effectivement, j'ai été avec lui et j'ai connu son travail. Et puis, quelques années avant qu'il vienne, il habite il y a très longtemps en Italie. Mais je l'ai connu là aussi parce que la thérapie familiale, qui avait des choses systémiques, et des choses, les psychanalystes, ils commençaient à faire de la thérapie familiale. Et tous les mouvements de l'époque, des 70, tout ça, tout le monde, non? Et donc, je dois nommer Canevaro, si. Si tu sélectionnes une chose chez Alfredo Canevaro qui t'a marqué particulièrement, une chose que tu as pu reprendre avec toi dans ta pratique, ce serait quoi? Je crois que c'est, pour être éditeur d'un journal, j'ai bien aimé qu'il ait l'équilibre, c'est-à-dire de reculer un pas, de respecter les idées différentes. Non, ça m'a marqué. Très sérieux, très, très respectueux. Aussi, ça m'applique qu'il a osé faire quelque chose de différent. Et ça m'a plu beaucoup. Et ça a été un peu, ce que j'ai fait. Et puis, déjà, quelques années après, assez tôt, j'ai connu le Family Therapy Networker. Je me rappelle pas le nom on peut le chercher, le nom du directeur. Et c'était un excellent modèle parce que c'était un journal de thérapie familiale, mais c'était un journal, c'était agile, c'était pas les papers. C'était vraiment, on pouvait faire des interviews, on pouvait faire des choses on pouvait faire de l'humour. Mon journal, il y a toujours de l'humour,
Et alors, j'ai pris le modèle qui me plaisait. L'autre était trop rigide pour moi. C'était bien les articles, mais bon, c'était pas ce que je voulais faire. Et j'ai pris son modèle. Et quand j'ai voyagé justement à Palo Alto, j'ai profité pour aller à une autre copine qui travaillait, une collègue, pas copine, mais qui nous a accueillis chez elle à New York. Elle travaillait, elle était déjà enseignante avec Minichin, un autre grand maître argentin qui habitait à New York. Et j'étais près de Washington. Alors j'ai pris un train et je suis allé voir le directeur des Family Therapy Network. Je l'ai connu comme ça, pour moi c'était comme waouh. Et il m'a très bien accueilli, on parlait, il m'a fait cadeau de 20 journaux. Et c'était des numéros très importants, avec des interviews extraordinaires, et toujours des AMDR, les techniques nouvelles, tout ça. Enfin, et alors j'ai dit, ça me plaisait. Alors j'ai suivi aussi ce modèle. Beaucoup plus tard, j'ai connu, et Moni El-Kaïm, toujours, il aimait beaucoup le journal. Il me donnait les meilleurs articles. Il a eu aussi une sorte de magazine. Oui, les cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseau. Mais oui, ça c'est disons. Ça c'est les articles. Les articles. Ah, il y avait autre chose à côté. Il y avait une autre que je ne rappelle pas le nom parce qu'en plus ça s'est terminé. Okay. L'autre continue même aujourd'hui, n'est-ce pas, sans Moni. Mais l'autre, et lui il disait, ça me faisait rougir, il disait, j'ai pris ton modèle. Allez, mais non, il était très gentil. Et il aidait toujours, il se souscrivait, il payait 2 ou 3 souscriptions pour appuyer, disons, l'effort. C'était un grand effort quand même, un grand effort faire un journal. Et un autre maître que j'allais oublier, qui m'a marqué beaucoup, un excellent enseignant, un maître de tout ce que tu connais aussi, un autre Argentin qui a été directeur de Palo Alto à une époque, mais il était déjà à Santa Barbara, c'est Carli Slutsky. Et lui, en plus, il écrivait très bien, il a dirigé des thérapies aussi, un autre journal d'articles, de papers. Et il m'a envoyé ces articles que lui-même il traduisait. Je n'avais pas d'édition à faire parce qu'ils étaient simplement parfaits. Et lui, il m'a aussi, au début, déjà, le 3e ou 4e numéro, j'ai voulu aussi prendre un café. J'ai hésité à le tutoyer et tout ça, comme on fait en Argentine. Il a été aussi très gentil, très chaleureux. Et puis, il m'a accueilli là-bas à Santa Barbara, en Californie. Et il m'a dit, sois exigeant avec les détails, que tout soit bien écrit. Soigne le style. Et j'ai pris son idée, on était très exigeants avec ça. Et il a aussi été très... il nous a aidés, il nous a toujours donné des conseils. Je lui remercie beaucoup son travail. Et en plus, voir son travail clinique. J'aime beaucoup le style, et il était déjà évidemment stratégique et tout ça, mais narratif, avant la lettre, enfin, il était toujours. Très jeune, il est parti de l'Argentine, mais déjà, il avait beaucoup d'expérience dans les travaux communautaires des 60 et 70, à l'époque en Argentine. Après, là, il y a eu les coups d'État, les militaires, tout ça, qui ont poursuivi ces gens. Et lui, là, il est parti. Et après, il a connu Bateson, tous les gens de l'époque, Erickson, et il a été à Palo Alto, il est devenu directeur, et puis il est parti, il a fait tout. Maintenant, c'est une sorte d'expert international qui voyage partout où il y a des conflits. Et alors, tous ces gens, vraiment, m'ont marqué beaucoup. Et j'ai appris de ces gens-là. Et on continuait dans les universités et à l'école systémique. Et déjà, bon,
la plupart des gens, surtout de l'université publique, quand on commençait à donner des cours, j'ai commencé même à donner des cours avec des gens déjà, des collègues, n'est-ce pas, qui venaient et disaient, avec la psychanalyse, je ne peux pas travailler. Je dis, bon, alors on faisait. Et là, oui, le travail avec les familles, les couples, tout ça, je trouvais à l'époque que c'était difficile, que c'était un grand défi. Je dis que toujours que c'est un grand défi et que c'est difficile, c'est complexe. Mais voilà, c'est ce que je fais. Et j'aime faire et enseigner. Et puis, je me suis intéressé par des sujets comme la résilience, et Erickson toujours, la résilience. J'ai introduit, même dans le colloque ici un peu, j'ai aidé à l'introduire à l'IFAC, la psychologie positive, donc qui pour moi a beaucoup toute la recherche est très importante et on a encore des preuves à l'appui, si tu veux, pour montrer l'efficacité de notre thérapie. On travaille bien je suis beaucoup les travaux et les livres de Boris Cyrulnik que j'ai. Dans le deuxième Relates qui a été à Barcelone, je l'ai traduit. Et j'ai souffert, je ne veux plus traduire. Surtout quelqu'un que j'aime écouter. Mais bon, j'ai fait ça et j'étudie toujours son travail. Encore aujourd'hui, les derniers livres, ces derniers livres sont excellents. Et parce qu'il y a, justement, il a comme Morin, il comprend toute l'écologie des idées, l'anthropologie, la sociologie, la médecine. Et une autre grande rencontre, c'est les neurosciences. Alors là, j'ai pris les Italiens à propos des neurones miroirs et j'ai commencé à lire beaucoup. Et j'ai introduit ça aussi dans mes cours, ici, en Argentine et en Espagne, ailleurs. Toute cette complexité, ces liens entre ces différentes choses me plaisent toujours. Et je travaille. Et quand je travaille avec les élèves de collègues, comme ici ou ailleurs, mais quand je travaille avec les couples ou les individus, je sais que c'est toujours un travail je les appelle des ateliers d'apprentissage. Je dis que nous sommes en train d'apprendre à travailler des choses qu'ils veulent travailler, effectivement, mais je leur donne des petits cours aussi, parce que ce sont des interventions aussi, qui n'ont pas l'air. Les gens s'intéressent. Les gens lisent beaucoup maintenant, ils prennent le portable, et dans 2 minutes, si je parle de quelque chose, ils vont regarder. Alors ça marche. Et le portable, qui a beaucoup de problèmes, on parle des problèmes, mais ça nous permet, en suivant les idées de Michael White, d'envoyer des messages. Moi, j'envoie beaucoup des messages aux couples, aux individus, pendant les intervalles des séances, comme on le faisait avec des lettres, quand ils ont envoyé des lettres par la poste à Michael White. Et j'ai trouvé que c'était des choses extraordinaires. J'ai connu Michael White en Argentine, à l'époque justement des 90. Il est venu, j'ai été fasciné. Un autre qui m'a marqué beaucoup, quand tu me demandais tout à l'heure, comme clinicien et comme être humain. Parce que j'ai passé toute la journée avec lui et sa femme, en plus des cours. Et moi, à l'époque, je coordonnais une équipe de crise, la première équipe de crise dans un hôpital de la province de Buenos Aires. Et là, c'était un défi. Et justement, j'ai connu Michael White à l'époque, qui m'a servi beaucoup, parce que lui, il commençait avec la narrative, et tout le monde disait « Qu'est-ce que tu fais en Australie ?» avec son copain David Epstein. Et lui, alors on lui envoyait des cas difficiles, exprès, hein, tu veux,
Il y a un petit chronique de 30 ans qui a toujours le même problème, une famille très compliquée. Et je l'ai vu travailler, je dis, mais c'est extraordinaire. Et j'ai commencé à faire ça à l'équipe de crise. Et c'était très intéressant. Parfois, je raconte les exemples parce qu'ils sont extraordinaires, non? Des gens qui venaient comme ça, qui ne parlent pas, qui jouaient le rôle du patient, identifié. Non? Ils étaient là. Voilà. Je faisais des trucs comme lui, je parlais à la famille, je les faisais parler, mais seulement de choses positives. Non, et j'ai essayé de m'approcher de cette femme de 50 ans, et elle voulait pas, elle faisait comme ça, elle continuait à jouer le rôle, disons, du patient psychiatrique. Et on me disait, la famille voulait me parler, non, parce que elle prend ce médicament, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, qu'est-ce qu'elle fait de bien? Alors finalement, il m'a dit, non, mais elle cuisine, et c'est une femme très chaleureuse, ceci. Alors, quand ils ont compris, tout le monde commençait à parler, comme ça. Et à la fin de la séance, j'ai fait un pas pour saluer, je l'ai laissé tranquille, et c'est elle qui m'a pris la main. Elle m'a dit merci. Alors j'ai dit, ah bon, ce Michael White, il sait ce qu'il fait. Et alors, ça m'a marqué beaucoup. Et en plus, j'ai été avec lui pendant ce temps, et pendant cette journée, en plus des cours et tout ça. Et c'était quelqu'un que, quand tu étais avec lui, c'était lui le maître, c'était lui le grand maître qui venait donner des cours. Mais il s'intéressait par toi. Alors je lui ai dit, en passant comme ça très vite, que moi je racontais des histoires. Quand mes enfants allaient se coucher, je racontais des histoires, j'inventais des histoires. Et ça m'a plu toujours le travail les récits, parce que ma mère aussi faisait avec moi, et mon beau-père aussi. Et alors j'ai dit ça, et qu'est-ce que tu lui racontes? Alors j'ai dû lui raconter les choses. Elle m'a dit, c'est-à-dire, il était comme ça, sympa, il m'a donné comme une permission de travailler sur les récits d'une façon chaque fois plus professionnelle. Et quelques années plus tard, il y a 15 ans à peu près, j'ai connu la grande maîtresse de l'artiste des récits artistiques en Argentine, qui s'appelle Ana Maria Bovo, et une extraordinaire conteuse. J'ai fait beaucoup de formations avec elle. Et ça m'a changé la vie et la façon de travailler et d'enseigner. C'est-à-dire, et en plus, on partait, la première année de formation, c'était des récits autobiographiques. Okay. Donc, très mobilisant. J'ai fait des histoires éditées de mon enfance, par exemple. J'ai un récit que j'ai travaillé beaucoup avec parce qu'au début c'était émouvant, j'étais nerveux, tout ça. Mais après, je voyais que les gens adoraient le récit. Mais quand les autres, ça m'arrivait la même chose quand les autres gens, les autres élèves faisaient la même chose. Nous étions fascinés par, et elle avait elle fait des petites corrections d'une façon très, très respectueuse. Et bon, tu as raconté comme ça ce que tu as dit. Maintenant, raconte-le, mais comme ça. Et on le racontait comme ça, la même chose. Et ça créait une ambiance tout à fait différente. J'ai commencé à comprendre les petits gestes. Et quand j'ai compris ce qu'elle faisait, j'ai continué à apprendre. J'étais au moins une quinzaine d'années avec elle. Et les autres enseignants qui étaient excellents aussi. Et comme elle, j'ai connu François Roussan. J'ai connu, ça veut dire dans les livres, non? Pas personnellement, qui parlait justement, il suffit d'un geste, son livre, ou la fin de la plainte, et il suffit d'un geste, c'est le geste comme intervention. Alors j'ai fait la connexion avec Ana Maria Bovo, et ça a été, je travaille beaucoup la supervision avec ça. Donc quelqu'un qui vient comme ça,
Et quand tu vas à une supervision de quelque chose qui n'a pas marché, tu es toujours estime de soi. Enfin, on se sent mal, on a fait, oh c'est terrible ce qu'on a fait, on s'est trompé. Les gens vont au moins se suicider. J'ai fait ça ici. Et aussi, et avec une élève de 4e année, je crois que j'ai fait quelques cours avec Liliana sur la supervision. Et elle dit, bon, tout simplement, raconte-le, change-le. Tu t'assois comme ça, tu te mets debout et tu commences à nous donner une classe sur ce que tu as fait. Parce que c'est, quand on raconte quelque chose qui n'a pas marché, tu vas l'employer pour donner une classe. Moi, j'ai donné des classes sur mes erreurs. Alors, elle a commencé 5 minutes. Je lui ai dit, raconte comme ça, prends l'exemple, et marche, et regarde-nous comme tu es quelqu'un, tu viens de loin pour nous donner une classe. Tu es une experte. À 5 minutes après, j'ai dit, comment tu te sens? Mais bien, je me sens bien. Et j'ai dit, c'est magnifique, parce que lui, il a repris Erickson. Il a repris Erickson avec toute l'expérience et tout. C'est un personnage, Rostand, non? Il a été freudien, lacanien, d'abord curieux. Et partout, il commençait à faire des questions, des petites critiques. Alors, on disait, attends. Il a fait ça partout. Et finalement, il est venu chez nous, un peu iconoclaste. Alors, ça c'est bien. La systémique, qui toujours met en cause, qui toujours, c'est bien. Bon, Linares, on parle des gens qui m'ont marqué. Je dois parler de mon grand ami. Je peux dire aujourd'hui qu'on est vraiment très amis. C'est un grand maître aussi, très systémicien. J'ai vu, je le vois travailler encore aujourd'hui. Je suis surpris, j'admire son travail. Pas seulement ses livres, j'ai été. Lui, il aime aussi l'opéra, il aime. Il a beaucoup, il cuisine très bien, il écrit très bien. C'est d'ailleurs un homme qui aime beaucoup ces hommes, comme je disais, quand je parle de Bateson, de la Renaissance, non, qui aime beaucoup de choses très différentes. Et pour nous, les systémiciens, il faut être un peu anthropologue, il faut être un peu, disons, littéraire, il faut, n'est-ce pas? Tchékin, je crois qu'il disait, c'est Tchékin, qu'il fallait être curieux, faire des questions comme, non, avec curiosité, sans juger, n'est-ce pas? C'est pas une interrogation, non, c'est comment fais-tu, qu'est-ce que tu, non? Et ça marche, et on entre dans le monde du patient. Et Anna Maria Vo, c'est l'experte en récit artistique. Au début, quand on est nerveux, on raconte quelque chose, quelqu'un disait oui, non, j'ai raconté n'importe quoi, ne vous en faites pas. Bon, j'ai connu mon grand-père, j'ai été dans l'anniversaire de mon grand-père qui a été très bien. Voilà. Alors les gens s'arrêtaient là. Et alors ils commençaient à faire des petites questions. Et tu étais avec qui? Et comme ça, 2 ou 3 questions et toute une histoire extraordinaire de ces petites questions. Voilà, et quelque chose de très important avec ce grand-père, par exemple. Mais s'il n'avait pas fait ces questions, quand une seule fois, j'ai été avec une collègue argentine aussi de la première époque, qui était dans le cours aussi, on se regardait et on se disait, il fait des interventions. Parce qu'en plus, si tu racontais quelque chose d'abord dramatique, et peut-être une façon de raconter, ça faisait rire, alors ça faisait du bien. Où tu pouvais prendre ton histoire et la raconter d'une façon artistique. Donc tu prends du recul. Au début, c'était émouvant, au début, c'était un peu dramatique. Mais après, par exemple, j'ai une histoire avec mon grand-père, avec mon beau-père, qui m'a élevé presque, avec ma mère. Il racontait des histoires. Par exemple, quand j'ai une époque où j'ai vécu dans différents endroits, je me cachais, j'ai voyagé d'un côté à l'autre. Lui, il était avec moi. Alors chaque fois que j'étais un peu angoissé ou j'avais peur, il me racontait des histoires. Lui était le shérif Albert et moi j'étais le shérif Claudio.
Alors, il me faisait des histoires comme ça. Alors, voilà. Et ces histoires, après, j'ai fait l'édition, et ce sont des histoires qui... Même, je veux dire, quelle belle histoire, mais elle est là, l'histoire. Je l'ai externalisée, si tu veux. Et ce qu'elle faisait, naturellement, dans ses ateliers. Elle cherchait pas à faire de la thérapie. Mais elle avait des effets thérapeutiques. Ouais. Et, voilà. Et ça, ce sont des choses que j'enseigne toujours, que je dis, apprenez à raconter des histoires. C'est ça qui va rester dans la tête des images, des métaphores, des exemples. Après, les idées vont coller avec ça. Mais sinon, ça reste pas. Et les concepts et l'exemple, le concept et l'exemple. Et là, on apprend, on a l'expérience, et tous, nous avons des expériences de vie, et on peut les raconter, et les expériences de quelqu'un, quand on parle, par exemple, moi, avec un client, un patient, je lui dis, j'ai un autre couple où j'ai quelque chose, et non, c'est-à-dire on évite les critiques, les discussions, le conflit. On prend le conflit, mais on commence à le déconstruire. Et voilà. Donc, et finalement, on travaille d'une façon stratégique pour créer une nouvelle histoire. C'est-à-dire, non, la combinaison entre les deux, c'était quelque chose de très puissant. Et là, on devient vraiment on peut faire un beau travail dans une bonne ambiance. Une ambiance, non, chaleureuse, sympathique. D'abord, c'est un peu émouvant, triste, ou enfin et puis on peut terminer en riant, en souriant, n'est-ce pas? Pas toujours, mais non, c'est ce qu'on cherche, changer cette ambiance, non, les gestes de Roustan, enfin, toute cette combinaison. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire. J'aime bien le concept excellent de Liliane Perron avec la praxis de rencontre. C'est ça notre travail. C'est-à-dire, on peut avoir les idées, tout ça, mais il faut être là. Avec toi, tu es avec moi, nous sommes ici. Bon, parce que sinon, on se perd. On a les idées, je vais faire ceci. Non. La bibliothèque et la formation, elle est là. Mais on doit conserver le contact. Non, c'est pour ne pas perdre l'alliance, non. Et le client qui, finalement, c'est exactement comme il doit devenir l'expert de son conflit, de son problème. Non, depuis le début, Palo Alto disait ça. Et c'est ça, il faut redonner le pouvoir, non, à ceux qui viennent nous consulter. Et leur demander comment est-ce qu'ils font les changements, par exemple. C'est déjà une intervention. Toutes les questions, tout ce qu'on fait, ce sont des interventions. Tout à l'heure, tu parlais de la puissance des récits, et notamment du fait que tu utilises beaucoup de métaphores dans ta pratique. Oui. Est-ce qu'il y en a quelques-unes comme ça qui peuvent revenir, ou qui sont des métaphores privilégiées que tu peux avoir, que tu utilises dans les séances avec tes clients? Je suis justement tout ce que disaient Erickson et Jeffrey Seid, et je crois que Michael White aurait dit quelque chose de semblable. C'est sur mesure. C'est-à-dire, j'ai pas des histoires je les crée dans le moment avec les gens là. Parce que tous les gens ont des histoires, des moments, des choses, non? Seulement je vais prendre ces idées. Par exemple, le passé, je vais le prendre comme pourquoi faire. C'est un réservoir de ressources. Je vais chercher. On me dit non, j'ai une enfance très difficile. Oh, je suis venue de très petite, j'étais toute seule. Et tu as fait ça? Et comment est-ce que tu as fait ça? Alors là, tu as montré beaucoup de courage. Et comment voilà. Et c'est-à-dire, elle ou il allait raconter de nouveau l'histoire d'une façon triste, comme une victime. Et moi, je commence à le montrer comme un petit héros, voilà. Quelqu'un qui a fait quelque chose de waouh, extraordinaire. Je retrouve la première séance de Célia Soufane, très importante,
de Michael White et de tous les systémiciens en fond. La première séance, c'est très important. Ça va marquer comment on va travailler. Si c'est toute la première séance, parfois on ne peut pas l'éviter, mais j'essaie que ce ne soit pas seulement pour montrer les conflits, les symptômes, les choses qui n'ont pas marché. J'interviens assez vite pour marquer quelque chose qui me surprend, que j'admire. Là, je me montre sans problème. Je le fais très spontanément et d'une façon. Il faut être sincère quand même. Et il faut. Alors, on peut être stratégique, mais aussi trouver que les gens ont fait des choses ou font des choses au présent. Ça, quand je disais du passé, mais au présent, mais qu'est-ce que tu fais? Où sont les compétences? Où sont les ressources? Et peut-être ils sont là, ici. Non? Ou sinon. Et je travaille aussi, si tu es venu dans mes cours, tu connais tout la balançoire du temps, n'est-ce pas? Tout ça. Je viens toujours pour trouver des choses qui motivent le changement, qui aident pour le changement, un bon objectif ou quelque chose d'important qui va arriver. Et comment vas-tu le faire? Avec qui dois-tu le faire? Et toutes ces questions, c'est un langage absolument injonctif, qui mène à l'action. Et déjà, quand il était en train d'écouter, quand le client écoute, il voit ça. Non, il le visualise, et, absolument. Il commence à le voir, il commence à le faire. Il y a le ressenti, il faut la vision et tout ça. Et l'action, quand tu parles en action, les images viennent beaucoup plus vite. Mais tu es sorti dans la rue avec le téléphone, tout ça, c'est dans des actions. On parle trop avec des idées, tout ça. Mais surtout le client va retenir les exemples, tout ça. Après, il va comprendre. Mais il faut donner des exemples, il faut ou faire des actions. Quand on voit un couple, bon, toi tu te mets là, et toi tu te mets là, maintenant tu es elle, et comment crois-tu que tu vas... Qu'est-ce que tu crois qu'elle ressent quand... Voilà. On fait des choses depuis le début de la systémique, mais pourquoi faire? Pour avoir vraiment des expériences de changement. Où on parle depuis le début. Comment changes-tu? C'est une question très forte. Les gens disent, non, moi je n'ai jamais changé. C'est comme s'ils disaient, je n'ai rien appris. Personne, quand quelqu'un est là, ça veut dire qu'il a appris beaucoup de choses. Mais il continue avec les clichés, disons, des sciences classiques. Mais une fois qu'il comprend qu'il a fait et qu'il fait, ou qu'il travaille beaucoup, qu'il a fait beaucoup de choses avant de me connaître, de nous connaître, nous les thérapeutes, c'est-à-dire ils voient qu'ils doivent apprendre des choses nouvelles ou changer des conduites, effectivement, mais surtout, au début, c'est l'alliance pour permettre de le mettre très vite comme protagoniste de son changement. Et c'est ça qu'on travaille avec eux. C'est-à-dire, ils doivent commencer à travailler tout de suite, mais on le fait comment? On le fait en parlant d'action. La façon de faire est très importante, parce que il commence avec le verbe être, en espagnol ou en français, c'est je suis comme ça, et nous commence, raconte-moi comment tu fais ça. Parce que ça, ce que je suis, je ne peux pas le changer, mais ce que je fais, oui. Donc, ces différences de sens, ces différences sémantiques vont amener à des changements, ils vont avoir un effet et vont amener la pragmatique de la communication, c'est-à-dire les effets de la communication. La prochaine fois, tu peux travailler ceci, enfin, tout le chemin du changement, ce sont des actions. La communication, ce sont des actions. C'est impossible de ne pas communiquer, c'est impossible de ne pas intervenir,
parce que c'est impossible de ne pas agir. Donc, non. Et l'autre chose très importante, c'est parler avec, élargir le champ du possible, mais surtout l'éventail des choix. C'est-à-dire, oui, ça tu pourrais le faire d'une façon, d'une autre, c'est comme si tu avais le menu au restaurant, tu veux ceci, tu veux cela, qu'est-ce que tu peux faire? Mais si je parle comme ça avec quelqu'un, ça veut dire, si je parle comme ça avec toi, ça veut dire que tu as des choix, que tu as du pouvoir sur la situation. Je te redonne le pouvoir sans le dire. Oui, c'est à travers la manière de se positionner, de poser des questions, tu influences de cette façon-là. Exactement. Ouais. Donc, et tu peux aussi me poser des questions, si tu veux. Tout à l'heure, tu disais que tu pouvais écrire aux gens entre les séances. Alors, avec les outils de communication actuels, tu vas pas forcément utiliser les lettres comme ça pouvait être le comme cas. faisait Michael White. Oui. Comme Michael White, mais tu vas envoyer des textos. Si. Quels sont les genres de choses que tu peux communiquer comme ça entre les séances? Quels sont les élans que tu as des choses, encore une fois, très spécifiques, très sur mesure. C'est peut-être des choses d'hindouisme, des choses cognitives, des choses différentes, ou des petites choses. Je sais qu'ils ou elles vont faire quelque chose. Maintenant, je suis parti pour 3 semaines, un peu plus. Alors, je lui ai dit, bon travail avec ça. Après, tu vas raconter comment tu as réussi à... voilà, et on va reparler. Si, par exemple, je sais que c'est l'anniversaire, parce que évidemment, je l'ai noté, parce que je note tout, parce que sinon, alors, si c'est l'anniversaire, je lui envoie quelque chose, voilà, ou bon travail avec ça, ou un petit conseil. Par exemple, quelqu'un qui a recommencé une activité, la première fois quand tu iras faire cela ou ceci, n'oublie pas tes chaussures. J'ai fait une blague, n'est-ce pas? Des choses comme ça. Et parce que, mais ça c'est pour elle ou pour lui, c'est-à-dire c'est très précis. C'est toujours très individuel. C'est très individuel. Et ça, je vois l'effet. Bien sûr, parce que tout comme la manière dont tu poses les questions, tu fais entendre aux gens qu'ils existent dans ton esprit, que tu les portes avec toi, que tu les entends. Exactement. Ça, je pense que relationnellement, c'est quelque chose qui est absolument précieux. Et oui. Donc ça, je sais que ça marche. Et du coup, de temps en temps, comme ça, tu vas voir, je sais pas moi, une information, tu vas penser aux gens, ils viennent spontanément dans ton esprit. Voilà. C'est le moment où tu. Si, je le fais. Mais on a l'avantage, disons. Non. Avant, quand même, non, il faisait. Mais je me rappelle, même avant toutes ces possibilités actuelles, quand j'ai fait la supervision à l'école systémique il y a quelques années sur un cas d'abus assez compliqué, et je savais que toute l'équipe était là. Il y avait la coordinatrice, celle qui coordonnait cette équipe, qui faisait un peu, disons, la supervision de toute cette équipe. Il y avait la thérapeute et la famille. Et alors, ils m'ont demandé d'être, disons, faire la supervision de toute l'équipe. Alors, je suis allé avec eux et j'ai dit, bon, d'accord. Je savais que la thérapeute, c'était la première fois qu'elle avait un cas compliqué, elle était jeune. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec elle. J'ai surtout, c'était elle, mon client, non? Et j'expliquais aussi ce que je faisais avec toute l'équipe, avec celle qui coordonnait aussi. Et à la fin d'une équipe, c'était assez fort parce qu'on a dû faire dénoncer, faire beaucoup de choses très difficiles avec une femme c'était un abus de la petite fille. Après, la fille aussi avait et la grand-mère aussi, c'est-à-dire toute une lignée, voilà, qu'on a découvert pendant le travail. Et alors, ces 3 femmes ont pu changer l'histoire. Mais c'était à propos de l'abus de la plus petite. Donc, elles ont intervenu d'une façon très active et elles ont récupéré le trauma, c'est-à-dire toute la lignée, la grand-mère, la mère et la petite fille. Ça a été très fort aussi pour la thérapeute,
il a eu avec, on savait, il y avait quelqu'un qui aurait pu être celui qui a fait l'abus de la petite fille. Alors, finalement, c'était pas lui, mais il a été quand même convoqué. Et la thérapeute a osé, parce qu'elle dit, il faut l'amener. Ne t'en fais pas, on est là. Ouais. Alors, bon, des choses assez importantes. Donc, à la fin de toutes les séances, quand on a dit, bon, c'est bien, vous avez dit, bon, maintenant, toi, tu vas leur dire de ce que tu penses de cette famille, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont amélioré, tout ce qu'ils ont montré, comme ils ont récupéré le pouvoir, tout ce que tu peux dire devant, tu vas leur dire et tu vas l'écrire aussi. Tu vas le dire et tu vas leur donner comme une sorte de diplôme qu'on faisait. Non? Mais en plus, j'ai dit, si tu veux, et tu peux lui dire ce que toi tu as appris avec eux. Ce que eux, ils t'ont appris avec toi, tu n'es pas la même. Je sais que tu n'es pas la même quand tu as commencé et comment terminé. Il me disait effectivement que c'était comme ça. Tu vas leur dire un peu de ça, si tu veux. Alors il a dit, et alors c'est des gens en plus très simples, très pauvres. C'est-à-dire, non seulement ils ont été accueillis, maintenant un thérapeute lui disait de la part de tous que nous avions appris, ce qui était vrai, parce qu'elles ont été très courageuses. Et ça, c'est un effet très fort. Et c'est cette notion d'apprendre toujours des autres, mais aussi de ses erreurs, c'est quelque chose que tu as pu beaucoup mettre en avant là dans ton discours et puis dans ta pratique. Est-ce qu'il y a comme ça une expérience qui te viendra en tête, ou quelques-unes d'erreurs qui t'ont énormément appris, ou de moments qui ont été vraiment significatifs pour toi comme ça Oui, en général, j'ai fait très attention, je crois être quelqu'un, en général, qui accueille bien, mais j'étais susceptible à certaines choses, par exemple, non? À certaines conduites. Faire semblant de se fâcher ou d'être un peu, voilà. Et autre chose, c'est de le ressentir et l'exprimer un peu. Quand je raconte ces choses-là, je dis, comme la mère qui dit, mais tu me manges pas, la mère italienne ou la mère juive qui, il faut que tu me manges. Bon, alors il faut que tu me changes. Alors, à certaines difficultés de changement, après avoir cru que j'avais fait une bonne séance, tout ça, et ça, parfois, j'étais susceptible et j'avais du mal à revenir et de retravailler avec ces gens. Et je voyais que je le disais pas, mais dans mon attitude, il y avait je me rendais compte et les gens se rendent compte. Bien sûr qu'ils se rendent compte. Ah, vous êtes pas content avec moi? Non. Mais c'était oui. Alors je disais, non, écoutez, je revenais à ma maîtresse, là, la première forme, qui n'avait qu'un problème à dire, écoutez, ce sont mes difficultés, ce sont mes limites, c'est pas les vôtres. Parfois, vous savez, je ne peux pas aider ou je commets des erreurs, je m'excuse. Non, c'est-à-dire, je prends et j'ai appris surtout avec les couples, non? J'ai appris beaucoup à dire, quand je parle d'une soi-disant très bonne ou bonne séance, je ris avec moi-même, je dis, la prochaine fois, je crois que c'est du moins, et peut-être ils vont venir et dire, ça n'a pas marché, je je me prépare parce que je sais que c'est comme ça, et même si je trouve que non, ça a été terrible, tout ça, je sais que peut-être ils viennent dire, non, vous savez, nous sommes beaucoup mieux, on a compris. Alors, je ne fais pas de ville, c'est-à-dire je me prends pas au sérieux, je comprends que ce sont des séances et que les gens vont faire leur procès,
le processus et moi je vais voir ce qui se passe la prochaine fois, mais je vais pas, et justement, les expectatives, les attentes, je travaille beaucoup maintenant. Mes attentes, mes expectatives, pour que ce soit au plus bas ou aucune. Non? Je travaille beaucoup en supervision et je travaille beaucoup avec moi. Et je me réunis parfois une fois par mois avec des collègues, on passe un bon moment, tout ça. Et on parle de tout, mais aussi, si on a des difficultés ou on raconte quelque chose avec des autres collègues de la même expérience, ça aussi c'est très utile, parce qu'on parle librement, ou si quelque chose nous ennuie ou nous fâche, ça aussi c'est très important d'avoir dans la vie personnelle, non, des endroits où on peut continuer à parler de qu'est-ce qui se passe, ou ce cas-ci, non, j'ai une certaine difficulté, et avec des copains, collègues, avec, disons, expérience et travail, ça c'est très important. Et surtout, comme j'ai beaucoup de clients, de patients, collègues, même quand une supervision, c'est presque une séance. Donc c'est une séance. Alors, je leur dis, soignez votre vie personnelle, que ce soit équilibrée, n'est-ce pas? Sinon, on peut quand même travailler, même dans des moments très difficiles de notre vie. Mais il faut essayer toujours de mener une vie, avec du bien-être, avec des bons amitiés, de l'amour, des exercices, c'est-à-dire des choses qui vous plaisent. Je travaille beaucoup la personne du thérapeute. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que notre travail, attention, est très difficile. Il est considéré assez dangereux pour la santé. Il est passionnant, on peut passer un moment, mais c'est quand même, on écoute des choses. Enfin, non, c'est un grand défi, c'est-à-dire il faut faire très attention. Combien de temps, combien de clients par jour. Je travaille beaucoup. En général, ils se rendent compte que soigner ça, c'est très important, et après, ça va mieux. Et pour toi, quels sont les piliers fondamentaux qui t'ont permis à toi d'équilibrer les choses dans ta vie, ou de te permettre justement d'avoir cet équilibre-là? Justement, la famille, disons, ma femme, mes enfants, maintenant les belles filles, beaucoup de lectures qui ne sont pas... Je lis beaucoup de romans et de BD. Oui, et j'adore les BD. Et depuis l'enfance, j'ai continué à les lire. Et je commence très souvent les journées par Gaston Lagaffe, par exemple, et des choses comme ça. Et la lecture, et évidemment l'exercice physique, non? Je marche, j'aime beaucoup marcher dans les parcs, tout ça. Ça me fait du bien. Toute l'époque, les 15 années, et de l'époque, par exemple, où j'ai fait la narrative artistique, pour moi, c'était extraordinaire. Et j'ai toujours les résonances. J'ai un certain contact avec ces gens, avec les groupes, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Vraiment, c'était un effort, parce que après, on faisait déjà des choses pour un public. Donc, et peu à peu, j'ai dû laisser parce que le temps. Mais c'était par exemple quelque chose qui me changeait beaucoup. Et oui. Sinon, toutes sortes de théâtre, cinéma, etc. Mais surtout, c'est ça. Je peux lire, mais après, je dois changer, disons, commencer à regarder d'autres choses qui m'intéressent ou Le matin, par exemple, je vais pas exactement... Ma femme, oui, elle médite depuis que je la connais. Méditation, elle est toujours... mais moi, je fais des choses semblables. Le matin, je commence très tranquillement avec le maté. Et je l'amène même dans les voyages. Mais je dois commencer avec... beaucoup de calme, beaucoup de temps, voilà. Et j'essaye de terminer les journées aussi. Si je vais regarder la télé, souvent pas les journaux, les nouvelles.
de quelque chose que distrayant, mais je soigne. Et ces rencontres, une fois par mois aussi, on les attend parce qu'on passe un très bon moment. Tout ce qui soit quelque chose qui détend, qui change les idées, je m'intéresse pas à beaucoup de choses, je suis curieux toujours. Et ça me... en plus de m'occuper évidemment de choses de tous les jours, n'est-ce pas? Mais je me soigne, oui. Tu disais du coup juste là que tu lisais beaucoup de romans. Si. Que tu aimes lire des BD et des romans. Si. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou de deux romans qui t'ont particulièrement marqué? Oui, il y a un auteur que je relis pas chaque année, mais quand même assez souvent, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Ernst Wiechert. C'est un Allemand que je lis en français, de l'époque il y a ce sont des histoires justement des sagas de famille et de l'époque de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre, et ça c'est deux volumes, et puis un autre volume qui s'appelle Missa sine nomine, messe sans nom, et qui est ce sont trois frères, un livre d'une beauté d'écriture, d'une prose poétique extraordinaire. Trois frères qui ont tout perdu après la Deuxième Guerre, un château, tout ça, c'était les barons. Et un d'eux a été dénoncé, dénonciation. Même celui qui l'a dénoncé, et qui travaillait, ne voulait pas, il n'a pas cru qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait après avec cette dénonciation. Il a été dans un camp pendant 4 ans, il a passé, et il revient avec beaucoup de rancune, et très fâché. Il veut vivre dans une bergerie. Les frères veulent l'aider, mais lui, il est rancunier, il veut pas, voilà. Et on va juger le bûcheron qui l'a dénoncé. Parce que maintenant, les Américains étaient là en Allemagne. Et c'est le changement de son esprit pendant tout le roman, quand il y a une fille aussi qui continue avec la folie des nazis, et elle est presque, elle a une crise parce qu'elle ne sait pas quoi faire, et elle haït ce baron. Et finalement, il y a toute une histoire avec cette fille qui va avoir un fils d'un nazi qui se cache par là, et finalement, elle va essayer de le tuer, lui, le protagoniste, mais elle peut pas le tuer, et finalement, il va, pour qu'elle devienne pas folle, lui, il la prend pas comme femme, mais il va, comme si c'était lui le père de cet enfant, pour qu'elle puisse, après une crise, elle se rappelle de rien, mais elle s'attache. Voilà. C'est quelqu'un qui change intérieurement, n'est-ce pas? Tout un travail, surtout dans une ambiance, disons, t'imagines, comme si c'était la forêt noire, une ambiance, enfin, ce sont des livres, évidemment, qui m'ont marqué beaucoup. Comment il s'appelle, celui-là? Missa sine nomine. D'accord. Missa sine nomine. Oui, on peut le trouver, oui. Bien sûr. Et je parle pas allemand, mais le français est excellent. C'est-à-dire, je suis sûr que c'est une bonne traduction, parce que c'est le paysage aussi est protagoniste. C'est-à-dire les couchers de soleil, tout ça, non? Il y a une transmutation de son esprit. Il y a d'autres personnages. Là, il y a un pasteur aussi qui intervient un peu, qui l'aide. Enfin, mais c'est lui qui peu à peu étamper. Les deux autres frères sont très intéressants aussi. Et ils ont aussi des choses qu'ils regrettent d'avoir fait ou ne pas avoir fait. Bon. Je lis aussi beaucoup de choses. Par exemple, j'adore les
les romans noirs de policiers. Oui, les polars. Les polars, ça aussi. Si. Mais il y a certains, comme Camilleri, l'italien, qui est excellent parce que ce sont des romans sur des polars, mais en plus, il fait beaucoup de... C'est un grand auteur qui est mort récemment, qui est décédé récemment, qui parle aussi de la vie en général. Parce que c'est un commissaire qui est très... il est excellent comme policier, mais sa vie est en Sicile en plus. Donc, et tous les romans, ces romans, il en a beaucoup, ces livres en général sont très bons parce que il connaît l'être humain, la psychologie de l'être humain, il utilise beaucoup l'humour, il juge pas, et c'est aussi Montalbano, j'ai lu tout ça. Lui aussi, je le relis. C'est plus léger, mais très profond. Non, il est très critique de la politique, de tout ça. Et j'ai beaucoup aimé la saga et j'ai relu plusieurs fois, même beaucoup avant les films et tout ça, de Le Seigneur des Anneaux. Tolkien, j'ai connu il y a, je sais pas, plus de 30 ans, 35 ans, je sais pas, quand il n'était pas très connu. J'ai beaucoup aimé Tolkien et c'est l'anneau du pouvoir, c'est une métaphore. De nos jours, on est en train de voir, à mon avis, dans le monde, ça. Et malheureusement, mais ça, oui, ce sont des livres que j'ai relus beaucoup, qui m'ont marqué, oui. C'était comme... Il a inventé, en plus, il a créé un monde extraordinaire. Incroyable, des langues, tout ça. Non, c'est quelqu'un incroyable. Donc, très riche. Quels seraient les conseils, si tu avais des conseils à donner aux jeunes générations de thérapeutes? Bon, plusieurs, tu les as entendus pendant, non? Et justement, d'avoir une vie équilibrée, de continuer à toujours apprendre, on apprend toujours. Chaque client nouveau va apporter quelque chose si tu es vraiment... C'est comme la position de l'apprenti zen, du bouddhisme zen. Tu es toujours un apprenti. Si tu n'es pas dans cet état, fais attention. Parce que, non, tu crois savoir que... Non, ça doit te surprendre. Ça doit te surprendre, même si tu te dis, encore un cas de, ou ceci. En plus, tout change. Les couples, la façon d'élever un enfant, on peut pas, n'est-ce pas? Et cet esprit de curiosité, cet esprit d'anthropologue, d'abord, nous sommes les anthropologues, les curieux, et puis, non, en même temps, on peut commencer à intervenir, mais sans oublier et puis, surtout, le grand conseil, et que je dis toujours dans les cours, je vais le dire pendant ces journées, le feedback. Demander à propos du travail, comment ça marche pendant le traitement, même si vous voulez, à la fin de la séance, ou si vous dites quelque chose, qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis? Je veux le feedback. C'est une façon de ne pas se perdre, de continuer à monologuer, à parler, parce que peut-être ils vont être intéressés, ou peut-être ils sont gentils, ou peut-être ils sont bien élevés, alors ils continuent à nous... Et je dois être très attentif, qu'est-ce qui se passe, demander, ou un couple après quelques séances, je leur demande comment ça marche. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de différent? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, je leur donne le pouvoir de me juger, de me juger, de donner l'opinion. Je veux savoir, nous sommes, même s'ils disent si ça marche ou ça marche pas, je vais poser la même question. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? Ou qu'est-ce que j'ai fait que vous avez... Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, je peux citer les livres de la recherche. Mais ça, je le faisais spontanément.
C'est-à-dire parce que justement mes premiers formateurs, ils étaient comme ça, ils étaient one down, comme on dit, non? C'est-à-dire, ils avaient dit, oui, peut-être, ça marche, ah non. Ah bon, et vous avez fait ça? Ah, c'est-à-dire, je veux savoir les détails. Non? Et ça, ce sont toujours des interventions, mais vraiment, c'est quelque chose. Si on fait pas ça, on sait pas qu'est-ce qui est en train de passer, qu'est-ce qui va, non? C'est-à-dire, le don de la thérapie, il y a un autre auteur qui n'est pas systémicien, un excellent auteur, qui s'appelle Irvin Yalom, Le don de la thérapie, et d'autres livres. Il faisait ça aussi. Il voulait savoir le feedback. Il a commencé avec cette expérience avec cet écrivain. Et bon, racontez-moi la séance aux clients. Et ils vont avoir, c'est très différent que notre récit. C'est un autre récit. Et ça, c'est extrêmement calme. Ah bon, voilà. Parce que sinon, on fait, c'est-à-dire justement, on veut connaître ce monde qui va nous révéler des choses importantes, non? Et on va savoir qu'est-ce qui se passe. Toi qui aimes du coup les romans, si tu avais la possibilité de passer 1 heure de temps avec un des personnages de tes romans favoris, lequel est-ce que tu choisirais? Probablement Gandalf de Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça, j'aimerais bien, oui. Et avoir une conversation pas de la... et avec le commissaire Montalbán aussi. Parce que... Mais pas pour parler des cas, mais pour parler de la vie. Non, lui aussi, la vie, les femmes, il a toujours des difficultés, et il raconte la vie en général, non? La vie, la mort, enfin, non. Oui, ce personnage, on l'apprécie tout de suite. Et ce sont deux, oui. Un plus de sage, disons, c'est Gandalf, évidemment. Mais qui, quand même, c'est un chaman, c'est un sage, mais qui était très engagé dans la vie, n'est-ce pas? Et dans les affaires du monde. Et Montalbano, qui est en plus, il aime beaucoup c'est un gourmet, et il aime beaucoup, et très humain. Non, il se fâche avec lui, parfois, il est susceptible comme un bon Sicilien. Non, et tout. Très attachant. Oui, très attachant. Et en Argentine, nous sommes plutôt italiens. Non, évidemment, l'Espagne aussi. Là. Moi, j'ai été dans la culture française, mais comme argentin, c'est surtout très italien, la façon de parler, de réagir, de s'exprimer, de montrer les sentiments, tout ça. Comme tout à l'heure, quand je raconte encore des situations cliniques ou des choses, je m'émeus, comme tu as pu voir, sans problème, parce que c'est une certaine... Ça, si c'est une séance, je peux le faire aussi. Ça dépend, mais là, je choisis si je le fais ou pas, non? Mais je sais que parce qu'ils sont très perceptifs, et effectivement, ils nous regardent tout le temps, comme le dit justement Evin Janom, et tous les auteurs, et Rostand aussi, ils savent exactement qu'est-ce qui se passe avec nous. Surtout cette façon de travailler, parce que nous ne sommes pas là comme ça, de loin, avec le lion, donc non. Parfois, les gens nous disent, non, des choses comme ah ça vous plaît, hein, ou ça vous plaît pas, ou non, des trucs. Et c'est vrai ce qu'ils disent, en général, non. Alors il faut dire la vérité. Au début, ça surprend, non, ça ne va pas me plaire ou pas, mais bon. Être authentique. Oui, voilà, le plus. Non, disons effectivement.
la fameuse disclosure, en anglais on dit, non, se montrer, mais là il faut choisir quand même, non, ne pas parler de soi. Là il faut pourquoi je vais, bien sûr. On retrouve la question stratégique. Non, c'est ça, voilà, non, voilà. C'est-à-dire, mais c'est ou c'est quelque chose qui m'émeut de l'autre, de celui qui est là. Je peux dire vraiment ça me touche, si c'est vrai ou non, ça a dû être réussi. Parfois je m'émeus pas, mais si ou l'humour. Bon, ça c'est si on a l'habitude, si on est authentique avec l'humour, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut terminer en rigolant ou en riant de choses, non, ça aussi. Et ça, oui, ça je sens que ça, je fais toujours. Je vois aussi le feedback, non, si les gens sont bien avec ça. Mais en général, au moins dans mon expérience, ça marche. Ça marche. Pas au début, mais peu à peu, je commence à faire une blague, je commence avec ceci, cela. Tu vas te fâcher comme la dernière fois avec ton... Non, tu vas faire bien, ou tu veux continuer comme ça. Mais je dis gentiment. Et ce sont pas des défis. C'est chaleureux. Ouais. Donc, mais il rit, alors bon, voilà. La prochaine fois, essaye de le dire d'une autre façon, tu sais, parce que non, voilà. Et je crois qu'encore, et alors rigole, ça crée des ambiances, et il se rappelle. Le plus important qu'ils puissent avoir à l'image, ils te le disent. Après, si on a une bonne relation, une bonne alliance, ils le disent. Je me suis rappelé quand il m'a signalé. Si toi tu te mettais sur cette balançoire du temps et que tu avais la possibilité d'aller voir un endroit du futur et retourner dans un endroit de ton passé, qu'est-ce que tu irais visiter? Les images qui me viennent, ce sont des choses comme je vais faire maintenant, non, parce que tout le voyage qui suit, disons après la formation ici à Lyon, ce sont des rencontres avec des amis. Ces rencontres qui sont toujours absolument différentes et dans des endroits jolis, pittoresques que je ne connais pas. Bon, Madrid oui, mais Séville, Jerez non, par exemple. Mais c'est ça, des endroits différents, des rencontres, des belles rencontres avec des amis, voilà, pour avoir des conversations intéressantes, pour passer des bons moments, pour se promener, pour rigoler, hein, voilà, ça c'est très clairement le futur. Et aussi je pense à les prochains anniversaires de toute ma famille. Le prochain du groupe, disons, c'est le mien. Et en juillet, donc, par exemple, cette idée de se réunir tous aussi, je vais à ces endroits-là du futur. Et toujours surpris j'ai déjà cet âge-là. et le passé, revisiter le passé. Bon, je crois que l'avoir fait grâce à Anna Maria O, non, à cette conteuse, non, parce que j'ai revisité ce petit enfant qui a passé ces moments et qui devient pour ceux qui écoutent le récit comme un petit héros, ou mon beau-père qui devient un héros extraordinaire, ce qu'il a fait pour moi à l'époque. Il a pris des risques énormes. Il a perdu des choses qu'après il a récupérées, mais il a perdu le travail, enfin des tas de choses. C'est-à-dire, j'irais le reste, heureusement, comme quand je suis allé, par exemple, quand j'ai un autre récit que quand je me suis retrouvé après 8 ans de ne pas avoir vu mon père aux États-Unis, il était au sud,
les États-Unis, en Corée du Sud. Et enfin, la relation n'était pas... Mais j'avais fait tout ce voyage, mais la fin du voyage, au fond, ça je l'ai vu après, c'était me retrouver et rester quelques mois avec lui. Et c'était très intéressant parce que 3 mois après, il est décédé. Alors j'ai eu la chance de le retrouver, de faire la paix, de pouvoir d'être bien avec lui. Et il racontait beaucoup des histoires aussi, d'aventures qu'il a eues en Amérique latine quand il était plus jeune. On pensait toujours qu'il racontait des histoires. Et ma mère aussi, elle ne croyait pas, il exagère. Mais j'ai vu des tas de photos. Il y a un film, un vieux film, où le fils retrouve les photos et dit mais c'était vrai. Et c'était vrai. Et j'ai eu une expérience qui ressemble à ça. Et je crois que justement, en lisant des choses effectivement professionnelles et toutes ces expériences que je t'ai racontées ou celles-ci, je l'ai créée à partir de ces expériences qui pour moi étaient très importantes de pouvoir, disons, fermer ses affaires, être en paix avec tous les personnages, disons, importants de la vie. Et l'esprit est toujours ailleurs. Et ici, là-bas, en 2 minutes, nous sommes... tu m'as fait, par exemple, parcourir des choses... j'ai révisité, justement, l'époque. Et c'est ça, la balançoire du temps. Et en plus, quand tu me fais des questions sur des choses qui ont été un grand défi, c'est-à-dire, ça fait du bien. Et puis, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois ou le prochain défi, quand je reviendrai pour voir mes clients, mes patients là-bas. Enfin, c'est-à-dire, la balançoire est toujours présente. Et tu te rappelles, et je crois que la plupart du temps, tous les élèves, la balançoire, je crois que c'est une bonne métaphore, non? Parce qu'on va et on vient, mais on peut l'employer, et je dis toujours, faites-le avec vous-même. Non? J'ai beaucoup d'imagination, alors je le fais. Et tu as vu, nos ruminations ont beaucoup à voir avec ça. Mais c'est différent, n'est-ce pas? Ça, c'est comme prendre conscience et commencer à jouer avec un bon futur, aller dans le passé et dire, bon, s'il faut pardonner quelqu'un ou se pardonner, c'est bien. Et si quelqu'un est là encore et on peut faire quelque chose pour terminer, sinon on peut le faire de toute façon. Non? Avec mes copains et collègues, quand on se rencontre, quand on se voit une fois par mois, parfois on fait ça. On parle de nos parents, d'expériences, on dit oui, maintenant je comprends que mon père ou ma mère ou même si c'est agréable ou désagréable, n'est-ce pas? Mais bon, puisqu'on est père, ou il y a d'autres qui sont grands-pères déjà, bon voilà. Alors, c'est bien ça, parce que ça soulage et c'est quelque chose qu'on peut raconter comme une histoire de la balançoire du temps, et puis penser au prochain rendez-vous ou un des copains qui a eu 50 ans de mariage avec sa femme. Et lui, il est argentin, elle est argentine aussi, mais elle est au Japon. C'est-à-dire, c'était toute deux cultures assez différentes. Et donc, voilà, c'est alors des récits, des expériences, de raconter des choses de notre enfance. Et puis, on va vers le prochain, c'est-à-dire la richesse de la vie, qu'on ne peut pas partager avec n'importe qui. Bien sûr. Ouais. Alors, voilà. Mais ça a été très bien. Merci beaucoup, Claudio. C'était un super moment passé avec toi. Merci beaucoup. Également. Pour ta générosité. Merci. Voilà, quel magnifique moment passé en la compagnie de Claudio. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi et que vous aurez appris
autant de choses que moi dans cette rencontre. Pour illustrer toute la générosité de Claudio, il m'a dit qu'il allait m'envoyer tout ce qu'il avait au niveau numérique, toutes les interviews de ses grands maîtres qu'il a publiées pendant des années dans son journal. Et en ce qui me concerne, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer des traductions de ces interviews absolument incroyables, ces petites pépites, et je vous les enverrai traduites en français dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner dans la description de la vidéo. C'est la newsletter du site internet si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser tous vos avis dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo autour de vous. C'est le plus grand des soutiens que vous pouvez faire à cette chaîne. Et en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver pour un nouvel épisode de Confidences de thérapeute, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.